Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour assister à la remise des prix de la 11e édition du concours Food Creative. Alors ce concours se déroule tous les 2 ans et il récompense l'innovation des entreprises agroalimentaires de la région et il s'adresse également aux agriculteurs qui proposent des produits diversifiés. Alors, moi je suis Claire Blavier-Laplace, je suis chargée de projet innovation au CIC Nord-Ouest et nous sommes aussi partenaires de ce concours pour la première fois cette année et je suis ravie d'animer à la fois la table ronde qui va suivre et aussi la cérémonie de remise des prix. Justement, parlons de ce qui va se passer sur les 2 prochaines heures. Nous allons tout d'abord vous proposer une table ronde où nous allons parler innovation dans l'agroalimentaire avec 4 intervenants qui vont vous faire un panorama des attentes, des questions et des besoins en termes d'innovation. Ensuite, nous passerons à la très attendue cérémonie de remise des prix où nous allons remettre 5 prix plus un prix des consommateurs. Et enfin, vous aurez le droit à un moment de cocktail networking pour pouvoir découvrir les innovations des 20 finalistes du concours de cette année. Nous allons tout de suite passer à la table ronde et je vais proposer aux intervenants de me rejoindre sur scène. Alors tout d'abord, Sylvain Zaffaroni, qui est le parrain du concours et le fondateur de Pour Nourrir Demain. Charles Delbar, qui est associé et responsable commercial, communication et marketing de Ferme Fabrique. Anne-Sophie Cadier, qui est chargée de mission à la direction de l'offre de la coopérative U, et Pierre-Édouard Leglay, qui est responsable des marchés publics régionaux Nord-Normandie pour le groupe Cisco. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde où nous allons parler innovation et agroalimentaire. Alors j'ai donné vos fonctions, je vais peut-être vous proposer chacun rapidement de vous présenter. Et peut-être on va commencer par vous, Anne-Sophie, si vous voulez bien. Oui. Anne-Sophie Cadier, enchantée. Donc, je suis chargée de mission pour la direction de l'offre à la coopérative U, dont une de mes missions, parce qu'en fait, je dépends du pôle transverse sur le PGC. Donc, en fait, chez U, on a la particularité d'être organisé par catégorie de produits, mais d'avoir un pôle transverse. Et donc, dans mes missions, j'ai tout ce qui est suivi et pilotage de l'innovation. Super, merci beaucoup Anne-Sophie. Alors Sylvain, si vous voulez peut-être vous présenter. Donc je suis Sylvain Zaffaroni, je suis le cofondateur de Pour Nourrir Demain, qui est à la fois un média de veille des innovations alimentaires depuis maintenant 7-8 ans, auquel je vous invite de vous abonner, c'est gratuit, et vous aurez tous les jours des innovations alimentaires en France et à l'international. Et je suis aussi le fondateur de la communauté Pour Demain, qui regroupe une 20aine de marques qu'on fait travailler ensemble. Charles, si vous voulez bien. Donc Charles Delbar, je suis moi porteur de projet. Avec mon associé Pierre-Louis Lambert, on a créé une marque qu'on peut qualifier d'innovante. Tout repose sur une technologie qui est le poppage, c'est le fait de cuire des légumineuses ou des céréales sans friture. Et aujourd'hui qui est représenté via 2 marques, la marque Ferme Fabrique qui est vendue dans les réseaux qu'on appelle nous spécialisés, les magasins de producteurs, les épiceries fines, boucheries, charcuteries, traiteurs, cavistes, etc. Et la marque L'Épopée qui est vendue en grande distribution. Et enfin Pierre-Édouard. Donc Pierre-Édouard Leglay, responsable marché public pour Cisco. Donc nous sommes un distributeur agroalimentaire au niveau national. On distribue plus de 8000 produits, que ce soit en frais, surgelés ou ambiants. Merci beaucoup. Alors Sylvain, je vais commencer par une question pour vous. On parle aujourd'hui d'innovation dans le monde de l'agroalimentaire et cette thématique, c'est vraiment une de vos spécialités. Pour vous, est-ce que vous pourriez nous partager votre vision de l'innovation à la fois en France et en Europe ? Alors oui, si vous me laissez 3 heures pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe. On n'a pas 3 heures. Voilà. Ça va être très compliqué de parler de façon globale, mais je vais essayer de résumer un peu. Alors, il y a des gros changements depuis quelques années, puisque le Covid plus la crise ukrainienne et co ont vraiment changé le monde de l'innovation alimentaire, plus particulièrement en France, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, quand on parle d'attente effectivement en innovation, je pense que aujourd'hui on est plus dans la contrainte d'innovation, donc ça va être intéressant, mais qui crée des opportunités. Donc aujourd'hui, on est dans un changement de
paradigme, et on va aller vers des innovations, et on a des représentants beaucoup plus régionales. Je vais pouvoir en parler un peu plus. La notion de dire on fait des innovations pour tout le monde au niveau national, c'est quelque chose qui va à terme disparaître par des contraintes de réchauffement climatique, des contraintes de transport, des contraintes économiques. Voilà. Et après, pour la vision internationale, les pays se referment aussi un peu sur eux-mêmes en fonction de leur problématique d'amont, d'agriculture, d'élevage, et font des innovations de plus en plus nationales. Donc le vrai mot-clé, je pense, de l'innovation dont on va parler aujourd'hui, c'est cette notion de proximité et de local. Super, merci beaucoup. Alors Anne-Sophie, vous représentez la grande distribution et vous avez donc la particularité d'œuvrer à la direction de l'offre au sein de la coopérative U. Alors vous, qu'est-ce que vous attendez en termes d'innovation dans les marques que vous sourcez ? Alors, déjà, chez U, il faut savoir qu'on a des cibles prioritaires que l'on s'est fixées en termes d'innovation. Donc, premièrement, le prix, puisque c'est des attentes clients du moment. Deuxièmement, le plaisir. C'est vrai que dans les innovations que l'on a retrouvées, qui ont très bien fonctionné, notamment en 2024, on avait vraiment cette notion de plaisir qui était au centre des problématiques clients. Et si on a 2 cibles prioritaires chez U, c'est vraiment les familles et les seniors. Donc c'est des cibles qu'on a identifiées comme à très haut potentiel chez nous. Donc voilà. Et puis on a tout l'axe santé, planète et végétalisation de l'assiette, qui est aujourd'hui au cœur des foyers, mais en fonction des foyers, pas au détriment du prix que l'on met. Et puis, je dirais, la principale attente en termes d'innovation en grande distribution, et ça, c'est quand même très important, c'est le timing, puisque chaque année, nous recevons des présentations d'innovation à rentrer au mois de novembre, au mois de décembre. Et c'est vrai qu'en fait, les catégories managers des enseignes sont plutôt, avant le 1er juillet de chaque année, doivent avoir en tête les innovations qui vont rentrer pour la... En fait, c'est des plannings qui sont quand même très normés par les négociations. Et donc, du coup, c'est vrai que, privilégier le timing. Et il y a plein de choses à faire côté distributeur. Chez U, on a la particularité de pouvoir être assez aidant avec des plus petites structures et pas forcément au niveau national, mais aussi au niveau local, de par notre ancrage territorial. Mais voilà, tout est une question de timing. Et malheureusement, on a quand même plus de 1700 magasins. C'est un petit peu compliqué d'œuvrer dans l'urgence. Donc voilà, le timing est vraiment la clé dans les innovations. Super, merci beaucoup. Et pour vous, Pierre-Edouard, est-ce que vous pouvez nous partager les attentes d'un groupe comme Cisco sur cette partie innovation ? Alors, les attentes du groupe Cisco, je rejoins un peu Sylvain, ça va être aussi du régional, parce que nous, on est divisé en 7 régions sur la France, et on a l'opportunité de pouvoir référencer des startups, des petites entreprises aussi, où on va distribuer nos produits sur la région. Donc moi, pour ma part, je suis sur la région Paris-Nord, Normandie. Et on va aller vraiment sourcer aussi bien des produits qu'on va retrouver dans les restaurants, où ça va être des produits de mode, parce qu'il faut être les premiers à avoir ce produit-là, à proposer à nos restaurateurs pour qu'ils puissent le mettre sur la carte. On a aussi les chaînés qui sont très gourmands de ces produits innovants pour pouvoir les mettre avant les autres. Et on a aussi la partie plus collectivité, où là, ça va être un peu plus les innovations pour éduquer aussi nos enfants, parce qu'on a les cuisines centrales qui font pour les petites enfances tous les repas du midi. Et là, c'est vraiment une proposition pour aller vers l'avenir et des produits végétalisés. Super, merci beaucoup. Alors pour aller un peu plus loin, Sylvain, et si on regarde maintenant du côté des consommateurs, selon vous, quelles sont leurs attentes en matière d'innovation ? Alors, c'est aussi assez complexe, parce qu'on ne peut plus parler du consommateur français comme à une époque, avec vraiment des cibles. Le consommateur, il devient de plus en plus schizophrène, et on a vraiment aujourd'hui tous les consommateurs possibles, sachant qu'on a des consommateurs aujourd'hui qui, suite à l'inflation, ne consomment pas des repas tous les jours. Enfin, ça, c'est le vrai sujet, hein. Ça, des étudiants, etc. Donc, ces personnes-là, elles n'ont pas le même rapport à l'alimentation et aux produits et aux innovations que peuvent avoir
un bobo parisien, pour donner un cliché. Voilà, on est vraiment sur des extrêmes. Ce qui est sûr, c'est que l'accessibilité prix est un vrai sujet aujourd'hui pour l'ensemble des Français, hein, quel que soit. Ce qui nuit souvent à l'innovation, puisque l'innovation coûte cher par défaut, hein, puisque c'est des nouvelles structures, c'est des nouveaux investissements. Quand c'est des industriels, c'est des nouveaux outils. Et donc aujourd'hui, on est sur une phase assez complexe. Mais en même temps, autant ça s'était vraiment calmé depuis 2-3 ans, là on ressent à nouveau tout un terreau, que ce soit des petites entreprises, des startups qui reviennent, qui avaient plus ou moins disparu depuis 3-4 ans, ou rachetés d'ailleurs, pour citer des Harry & Co qui sont partis chez Le Sieur, enfin voilà, ou les Trois Chouettes qui sont partis vers une autre structure, etc. En continuant, en grandissant, donc c'est très bien. Aujourd'hui, on retrouve des petites structures plutôt plus que start-up PME, vraiment avec un ancrage régional, comme on l'expliquait, et des entreprises industrielles qui commencent aussi à se réinventer et aller sur des sujets qui sont le végétal, entre autres, hein, qui est un vrai sujet, et donc qui tentent des innovations végétales. Super. Et justement, pour parler des plus petites structures, Charles, vous êtes donc cofondateur de Ferme Fabrique et d'Épopée, qui sont des structures du coup à taille humaine. Comment est-ce que vous, de votre côté, en étant une plus petite structure, vous pouvez être à l'écoute des besoins du marché en termes d'innovation ? Bon, il y a plusieurs façons d'être à l'écoute du marché. Nous, c'est un petit peu biaisé parce qu'on est dans le monde de l'apéritif. Donc je ne vous dirai pas où je fais le maximum de ma veille, mais de manière personnelle, forcément, quand on est curieux et qu'on aime son produit, c'est déjà la toute base. Ensuite, il y a tout simplement la veille magasin, remontée consommateur, remontée vendeur, remontée responsable de point de vente, responsable de rayon. Et après, il y a même, c'est là aussi, il faut aller parce qu'on est tous biaisés, notamment dans le fait de prendre des apéritifs avec les gens de son réseau, que ce soit personnel ou professionnel. Il faut aussi regarder un petit peu ce qui se passe dans les études et comparer les différentes études, parce qu'entre ce qui est écrit et quand la personne se retrouve vraiment dans le rayon, c'est vraiment... Un sondage n'est pas une mise en situation, c'est quand même des choses très, très différentes. Donc il faut bien comparer toutes ces sources d'informations. Super. Et pour rester sur la partie locale, c'est vrai qu'Anne-Sophie, le local, c'est aussi dans l'ADN de la coopérative U. Et est-ce que pour vous, vous pensez que vous avez aussi un rôle à jouer de mise en avant justement de ces produits locaux ? Alors bien sûr, en fait c'est dans l'ADN de U, de par notre maillage territorial. C'est vrai qu'on a un très fort ancrage notamment sur la région ouest. Et oui, c'est dans notre ADN depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'on essaye de plus en plus de le communiquer parce qu'en fait, on fait beaucoup de choses chez U, sur le local, sur l'origine France, etc. Donc on le met un petit peu plus en avant depuis la crise des agriculteurs de début d'année. Mais c'est vrai qu'on avait du mal à le dire. Depuis 2009, on a une offre locale qui est identifiée et sélectionnée dans les magasins, qui est découpée en 35 bassins de consommation pour que vous puissiez retrouver des spécialités locales de PME avec des matières principales d'origine française dans les magasins et qui sont... notamment identifiés avec des nouvelles signalétiques dans nos magasins. Donc oui, c'est quelque chose que l'on met très en avant, même au travers de notre marque U. Les matières principales d'origine France sont très mises en avant. On est par exemple en 100% français sur notre crèmerie, sur notre charcuterie. Donc on essaye vraiment sur différents points de se rapprocher au mieux de notre local. On a également sur notre marque U des produits en filière. Donc c'est des contrats tripartites avec des agriculteurs. Donc par exemple sur le blé qui va servir à transformer en farine, mais également pour faire notre pain chez U. Et on a actuellement 52 filières chez U qui représentent plusieurs produits. Donc voilà, on essaye vraiment sur plusieurs axes de vraiment bien travailler notre local et nos produits français. Super. Alors pour vous, Charles, je sais que cet aspect local, c'est vraiment un point clé à la fois pour Ferme Fabrique et pour l'Épopée. C'est plus qu'un point clé, c'était vraiment la base du projet. À la base, c'était une diversification agricole qui se faisait sur la ferme de mon associé Pierre-Louis. On est tous les deux fils, petits-fils et
je peux remonter très loin d'agriculteurs. C'est quelque chose on est des terriens, c'est quelque chose qui est indélocalisable. Donc forcément, ça a été le critère numéro 1. Alors quand je dis critère numéro 1, ça ne doit pas être exclusif parce qu'on a trié les choses entre ce qui est obligatoire, ce qu'on cherche, ce qu'on veut, et ce sur quoi, au départ, quand on démarre, quand on est jeune, quand on n'a pas énormément de moyens, on doit faire l'impasse pour l'instant. Anne-Sophie l'a rappelé tout à l'heure, vous avez cité tout de suite le mot prix, ça a été quasiment le 3e mot de la réponse de votre question. Donc il y a une réalité, donc il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses sur lesquelles on doit faire attention. La matière première, forcément, vous avez cité le lait, les céréales, voilà, ça c'est la partie obligatoire. Par contre, c'est vrai que dès qu'on peut, on commence par regarder dans la région ce qui se fait. Et dans notre région, on a la chance, dans l'industrie agroalimentaire et dans ses fournisseurs, d'avoir énormément de choix, que ce soit sur les emballages, que ce soit sur les réseaux, pour la fabrication, pour la transformation. Donc, il y a la réalité, il y a nos souhaits, et les souhaits, on espère pouvoir déplacer le curseur au fur et à mesure pour que ça devienne finalement sur 100% des choix de notre entreprise. Ok, parfait. Et pour vous, Pierre-Édouard, comment est-ce qu'un groupe comme Sysco reste aussi à l'écoute des innovations, et aussi parce qu'on avait échangé en préparant cette table ronde sur les contraintes aussi de votre métier par rapport à ces innovations? Alors en fait, nous, chez Sysco, il va y avoir plusieurs moyens d'être à l'écoute de ces innovations. On a le premier moyen qui est le levier national, où on a des acheteurs qui se trouvent à Lyon et à Dieppe qui font vraiment du sourcing sur l'innovation. Après, on va avoir le levier aussi régional, où là, on a des conseillers formateurs produits qui sont à l'écoute de tout ce qui se fait, parce que c'est eux qui font les salons alimentaires, qui sourcent aussi. Et le dernier, c'est aussi bien sûr nos clients, parce que c'est nos clients aussi qui nous remontent en ayant vu tel ou tel produit, on aimerait bien qu'il soit référencé. La contrainte aussi chez nous, qui doit être aussi une partie des contraintes chez Super U, c'est qu'on a un cahier des charges qui est très renforcé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nourrit aussi, que ça soit aussi bien la restauration commerciale, mais la petite enfance ou les collectivités comme les hôpitaux, les centres hospitaliers. Donc on a un cahier des charges qui est très renforcé, mais une fois qu'on a passé cette barrière-là, qui peut être une barrière, mais il faut se dire qu'il y en aura besoin de toute façon pour avancer et faire grandir l'entreprise. Une fois qu'on a passé ça, c'est vrai qu'on rentre dans le réseau et après c'est parti. On peut être d'abord en région, mais après au national. Ok, parfait. Et donc Sylvain, dans la salle, on a des entreprises régionales innovantes dans l'agroalimentaire. Et vous, avec votre regard à la fois un petit peu de prise de hauteur, quels conseils vous pourriez leur donner pour rester à l'écoute des innovations et du marché? Je pense qu'un des premiers points, une fois de plus, c'est d'être vertueux. Alors, il y a le goût, hein. On va revenir, à chaque fois on le dit, il faut que ce soit bon. Voilà, on a fait une dégustation d'une 20aine de produits, c'était un vrai plaisir. Voilà, donc ils sont arrivés à ce niveau-là parce que c'était bon, déjà c'est le principal. Ensuite, il faut qu'ils soient vertueux, mais alors une fois de plus, moins vertueux que ce qu'on pouvait imaginer, où on disait qu'il fallait des produits santé, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de points communs dans les innovations qui vont performer. C'est la création de valeur au niveau des filières. Et on revient sur le régional, hein, toujours. C'est qu'à partir du moment où le produit il tire vers le haut, finalement, l'amont, que ce soit l'agriculture ou l'élevage, et ça soit le développement, soit la création de filières, pour moi, c'est le succès. C'est un succès parce que de toute façon, ils auront l'amont et ils auront les produits, les ingrédients, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer dans les années à venir. Ceux qui ne pensent pas à ça n'auront plus les moyens de produire. Donc c'est à la fois vertueux parce que c'est bien pour l'économie nationale, régionale, et ensuite, c'est une assurance de pouvoir produire longtemps, en fait. Ok, parfait. Anne-Sophie, vous, quelles sont aussi vos attentes en termes d'innovation et comment aussi vous arrivez à les valoriser dans les rayons, dans les linéaires des supermarchés? Alors je dirais que c'est déjà en amont bien réfléchir à l'implantation des produits, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a certaines entreprises qui viennent nous voir avec des gammes et c'est vrai que dans nos rayons c'est un petit peu dur de les implanter. Si je prends par exemple le café, une marque va venir nous voir avec une référence de dosette et une référence de grain et une référence de moulu. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'on peut comprendre que l'entreprise soit présente sur plusieurs segments. C'est vrai que par contre, à implanter sur un plan pour mettre en valeur et la marque et que le client s'y retrouve en rayon, c'est pas toujours simple. Donc que l'implantation soit quand même assez réfléchie
par les entreprises en amont. Je dirais le packaging, déjà qu'il soit réfléchi en termes de taille par rapport aux références qui existent déjà en rayon. En termes de solidité, il ne faut pas oublier que voilà, quand le client remplit son caddie, c'est quand même souvent pas très délicat. Donc si le paquet casse, ça peut être un vrai frein. Et en termes de message et de clarté de ce qui a marqué sur le packaging, il ne faut pas oublier que voilà, personne ne sera, même si on a des chefs de rayon, mais à l'échelle d'un super ou d'un hyper, personne ne sera à côté du client pour lui apporter des précisions. Et puis c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit précédemment sur les dégustations. C'est vrai que le meilleur moyen de faire découvrir des nouveaux produits que le consommateur ne connaît pas encore, c'est la théâtralisation, c'est la dégustation, c'est de pouvoir, même si certains magasins ne peuvent pas afficher malheureusement toutes les PLV qu'on leur donne, quand on arrive à faire passer des messages auprès de certains magasins qui veulent jouer le jeu sur certains produits auxquels ils croient. C'est aller à la rencontre des clients, c'est expliquer les démarches, expliquer aussi parfois le prix, parce que c'est vrai que quand on explique aux consommateurs l'histoire d'une marque ou la démarche des ingrédients qu'il y a derrière le produit, c'est quand même... Donc voilà, si je peux faire passer des messages, c'est cela. Et nous, derrière, en tant que distributeurs, notamment chez Coopérative U, depuis cette année, on a mis en place des nouvelles PLV internes, en fait, sur les innovations que l'on doit mettre en avant au sein des rayons. Alors s'il y a 5 innovations dans le même rayon, on essaye de sélectionner. Mais nous, côté distributeur, on essaye de pousser l'innovation et de mettre de plus en plus l'innovation au cœur des rayons, que ce soit sur nos rayons magasins, mais aussi sur notre site Course U, avec des onglets nouveautés, parce qu'on sait que c'est ce que le consommateur recherche aussi. Super, merci beaucoup Anne-Sophie. Alors Charles, moi j'aimerais bien qu'on profite aussi de votre présence pour aller un petit peu plus loin sur l'histoire d'Épopée et notamment, moi c'est vrai que j'ai découvert vos produits en faisant mes courses dans une ancienne pas très loin d'ici et ça m'intéresserait aussi de comprendre comment vous vous êtes fait référencer, c'est quoi un peu le chemin aussi pour proposer un produit donc, qui est innovant, qui est local dans un circuit de distribution, comment ça se passe concrètement? Moi, je vais vous parler forcément que de mon cas. C'est une analyse très micro et en plus d'être micro, elle est très empirique. On a vraiment débarqué dans ce monde-là sans rien y connaître. Oui. On a déjà, on a été assez surpris parce que l'image qu'on a de la grande distribution est quand même pas excellente quand on est une petite entreprise. Tout le monde nous prévient, donc c'est bien parce qu'en fait c'est toujours mieux. La réalité est toujours plus belle. Donc jusque là c'est plutôt sympa. On a la chance d'avoir eu toutes les enseignes qui nous ont fait confiance. Honnêtement, la plupart des gens essayent, mais doivent aussi jouer avec le principe de réalité. Donc soit de manière très locale, nous aujourd'hui on n'a pas de référencement régionaux ni nationaux, donc en fait je peux vous parler vraiment que de comment fonctionne magasin par magasin. Et les acheteurs de magasins ont même deux orientations, c'est-à-dire qu'il y a ce que nous on pense être bon et ce qu'il faut faire dans notre entreprise, il y a ce qui va réellement marcher, ce qu'attendent les clients à l'instant T. Et l'acheteur rajoute même une orientation qu'il a envie de donner à son magasin et au sens de son approvisionnement, qui parfois n'est pas exactement à 100% aligné avec ce qu'attend le consommateur final. Donc forcément, il faut faire un petit mix de ces trois attentes, sans en privilégier l'une ou l'autre. C'est-à-dire que si on veut absolument coller aux besoins du produit, si demain la demande change, en fait on n'est plus soi-même et on ne sait plus proposer de produits. À l'inverse, si on propose des produits qui ne se vendent pas, on sort ça va pas aussi marcher. Vite qu'on est rentré. Et si on propose quelque chose qui n'est pas dans le sens, dans le sens que veut donner l'offre de son acheteur, on ne rentre pas tout simplement. Okay. Donc il y a plusieurs cases à cocher et aujourd'hui on sait aussi sur quoi on a le droit de se tromper et ce sur quoi on n'a pas le droit de se tromper. Donc nous, c'est vrai qu'en étant très jeune, on a vraiment testé notre produit en direct dans certains magasins avant de faire n'importe quoi et aller peut-être trop loin avec certaines enseignes. Et justement, quels étaient les premiers retours clients que vous avez eu des consommateurs quand vous avez fait ces tests ? Vous abordez aussi un autre
très bon point, c'est-à-dire que dans notre métier, il y a aussi donc, il y a le fait de pouvoir proposer le produit au client, être référencé, il y a l'achat, il y a le réachat. Et sans l'un, on n'a pas l'autre, et inversement. C'est-à-dire que nous, on est très content de notre produit. Quand on le fait goûter, quand on arrive en dégustation, ça fonctionne, mais il faut arriver jusqu'à cette étape-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner accès au produit par un bon choix de packaging, une cohérence des prix, et également que le produit soit bon pour qu'il soit racheté derrière. Si on néglige un seul aspect sur peut-être, je ne sais pas, plusieurs centaines dans notre métier, un seul aspect peut être fatal. Et ce que je voulais aussi aborder avec vous, c'est le fait que vous avez développé 2 innovations, parce que vous faites partie des finalistes, en tout cas, du concours Food Creative de cette année, mais vous avez aussi été, je crois, lauréat d'une édition précédente. Et vous avez développé finalement 2 produits avec des innovations en un temps assez court, avec une équipe qui reste aussi à taille humaine. Comment vous avez fait ça et quelles ressources vous êtes allé chercher pour le faire? Alors déjà, pour dire qu'on a fait 2 innovations, c'est très gentil de votre part, mais c'est la technologie en soi qui est une innovation qu'on a adaptée avec différentes matières premières, donc c'est pas vraiment 2 innovations. Mais effectivement, je le disais tout à l'heure, moi ce que je retiens dans ces 3 années au sein de l'entreprise, c'est qu'il faut savoir où on va à très court terme, à très long terme, ce sur quoi on a le droit de se tromper, ce sur quoi on n'a pas le droit de se tromper. Il faut être à la fois fonceur et à la fois très réfléchi et sur les bons choix. Parce que sans foncer, sans aller dans des réseaux très flexibles, je pense à notre première marque sur les magasins de producteurs, les épiceries fines, on ne se serait pas trompé et on aurait pu être éliminé d'autres plus gros réseaux. Par contre, il faut aussi voir très loin, parce qu'on est sur un sujet industriel. Qui dit industriel dit un problème de quantité. Et quantité n'est pas égale avec mettre un maximum de produits à un maximum d'endroits en un minimum de temps. Il faut aussi une certaine cohérence pour se faire accepter des différents magasins. Il vaut mieux travailler avec une personne qui vous mette bien en avant que 3 qui vous laissent en bas dans le rayon. Donc il y a ce côté... C'est toujours une question de dilemme d'être et fonceur et réfléchi, savoir se tromper mais en même temps ne pas avoir le droit à l'erreur. Donc ça c'est sur le côté des prises de décision. Après, surtout aussi, je voudrais souligner le fait de savoir s'entourer, surtout sur des sociétés alimentaires dans les Hauts-de-France. Il y a des dizaines de personnes qui sont passées par là où on est aujourd'hui, par là où on a été il y a 6 mois, 1 an, qui ont fait des choix, des très bons choix, des mauvais choix, adaptés à telle ou telle période. Donc le retour d'expérience, donc les échanges, c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, sont primordiaux. Et je crois aussi que vous avez pu vous appuyer du coup en Picardie, spécifiquement sur un écosystème qui est très implanté, et aussi pour la partie test, etc. Est-ce que ça, c'était aussi important pour vous ? Oui, tout à fait. Là, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais depuis notre école d'agriculture qui est dans les Hauts-de-France jusqu'aujourd'hui, le site sur lequel on est implanté près de Saint-Quentin et notre incubation au sein d'Euralimentaire ici à Lille, oui, dans la région, on a un très très bon écosystème et il faut absolument l'exploiter. Génial. Et pour vous, Pierre-Edouard, quels sont aujourd'hui vos besoins pour Sysco en termes d'innovation? Qu'est-ce que vous attendez ? Alors nous, on est en ce moment beaucoup à la recherche de végétal, parce qu'il n'y a pas vraiment de choix, c'est une demande du client final aujourd'hui. Toutes les collectivités ont des contraintes maintenant avec la loi Egalim, donc on va rechercher beaucoup de produits qui vont pouvoir remplacer le carnet, les poissons, et ça devient de plus en plus courant d'avoir ces produits-là. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une petite stagnation, alors vous me direz ou pas si j'ai raison, mais une petite stagnation, on tourne autour des mêmes produits, on a remplacé la saucisse, le steak, etc. Et on est vraiment à la recherche de ce qui va arriver après ça, ou une fois que les clients finaux auront pris cette habitude de manger végétal 1 fois ou 2 par semaine, il va falloir aller encore plus loin dans cette innovation pour pouvoir leur proposer une diversité de menus. Génial. Et alors Sylvain, il y a un autre sujet que j'aurais souhaité aborder avec vous, c'est de parler d'intelligence artificielle. Alors vous vous y intéressez et je serais vraiment curieuse de savoir ce que peut l'IA pour l'agroalimentaire, que ce soit à la fois en aval ou en amont de la filière.
Alors, et on a un peu de temps. Oui. Donc Non, mais pour moi, c'est un sujet qui me rend assez optimiste quant à la suite de l'industrie agroalimentaire en tant que telle, face entre autres au défi du réchauffement climatique, puisqu'en fait l'industrie agroalimentaire, c'est le vrai sujet, c'est le réchauffement climatique. Si on ne peut plus produire, si on ne peut plus transporter et si on ne peut plus distribuer, on a une vraie problématique. Et face à ça, ni le consommateur, ni le système politique ne fait d'efforts, entre guillemets, ou ne fait acte d'action très concrète. Et l'intelligence artificielle, alors quand je dis intelligence artificielle, c'est tout ce qui est autour, hein. C'est la domotique, la robotique aussi, et l'intelligence artificielle liée à la recherche, permet effectivement de se recréer un avenir et de imaginer à nouveau que la Terre, vraiment la Terre, puisse à nouveau nous nourrir. Voilà, donc on voit qu'il y a énormément d'investissements aujourd'hui et de start-up qui se créent plus dans l'agritech que dans le food. Voilà, il y a plus parce qu'ils sont en train de réfléchir à comment redonner du sens à la Terre pour reproduire, pour que ça coûte moins d'énergie, pour que le CO2 soit recapté. Et c'est assez, il y a vraiment des choses incroyables qui se font, et donc je suis très optimiste par rapport à ça. Et après, si on regarde sur l'après, peut-être sur l'aspect peut-être marketing, etc., si ça peut aussi toucher l'agroalimentaire. Alors, ce qui est intéressant sur l'intelligence artificielle, puisque en fait, l'intelligence artificielle c'est pas une intelligence de cerveau. Tout le monde croit qu'il réfléchit à notre place, ce qui n'est pas vrai. L'intelligence artificielle, c'est la capacité à capter des données et en tirer la quintessence et faire de l'analyse de données, en fait. Voilà. Et donc, plus il a de données, plus on a l'impression qu'il est intelligent parce qu'il nous répond hyper bien. Et puis avec le chat GPT, etc., on a l'impression qu'il est humain, voilà, mais ce qui n'est pas le cas. Et donc grâce à ça, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en train de réfléchir à comment faire de la recette, du packaging, etc., en analysant des milliers de données en France et à l'international sur les réseaux sociaux, sur les modes d'emploi, sur effectivement les fiches techniques, en disant finalement, pour ce produit, par rapport à des contraintes spécifiques à la région, une fois de plus, au lieu de distribution, on va faire tel type de packaging parce que ça correspond au mieux à ce qu'atteint un consommateur. Donc, une fois de plus, aujourd'hui, ça peut paraître gadget, mais c'est un vrai outil de prise de décision, voilà, pour éviter peut-être les échecs qu'on a, surtout sur les packaging, sur la façon de mettre les éléments en avant, etc. Et donc, pour moi, c'est assez positif, effectivement. Mais une fois de plus, derrière, il y a un humain. Enfin, c'est pas l'intelligence artificielle qui va nous remplacer. Il faut lui demander des choses. Il faut lui donner de la data. Tout à fait. Et avant de passer à la partie remise des prix, on répondra aussi à vos questions. Si vous en avez dans le public, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc Sylvain, vous êtes le parrain du concours et donc vous avez aussi fait partie des jurys. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous parliez du goût notamment des produits. Est-ce que vous pourriez aussi nous partager vos impressions sur en fait les différents finalistes de cette année, comment vous avez vécu votre rôle de jury et si le choix était cornélien? Alors déjà, ce qui est compliqué quand on est jury, c'est que c'est hyper subjectif. On a tous des goûts, des envies. Puis ce jour-là, j'avais peut-être pas envie de goûter tel produit, etc. Donc c'est très dur d'être. Moi, j'ai eu des coups de cœur, oui, parce que je suis assez gourmand. Donc on verra dans la remise de prix. Voilà, moi j'ai apprécié ce qui était bon. J'ai apprécié ce qui trichait pas. Voilà, il y a de moins en moins de produits qui trichent. Voilà, ça c'est important. Là, il n'y en avait quasiment pas. Enfin, je n'ai pas de souvenir. À un moment, on essayait soit par le marketing, soit par la recette, soit par la promesse, on essayait de tricher. Et là, on va vraiment plus vers l'essentiel. Et donc, c'est hyper agréable, en fait. Ça reste toujours un grand moment, les dégustations, de plaisir. Super. Alors, on a quelques minutes pour répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions à poser dans la salle. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment. Si vous posez des questions, que ce soit sur la partie distribution, sur la partie grossiste ou sur les innovations, c'est votre moment. Et après, on passera à la remise des prix. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle. On a répondu à toutes vos questions sur l'innovation dans l'agroalimentaire, auquel cas on a accompli notre mission. Ah. Oui, on vous entend de loin. En fait, j'aurais une question. Je sais pas, j'ai eu peut-être un moment d'inattention, mais vous parliez tout à l'heure des freins de l'innovation, et j'ai pas très bien saisi quels étaient les freins.
Je ne sais plus qui parlait de ça, je n'ai pas noté le nom. Mais... Pour moi, le premier frein à l'innovation aujourd'hui, il y a deux sujets. Il y a le consommateur et l'inflation. Voilà. Donc la capacité effectivement à investir dans des nouveaux produits, puisque ça coûte toujours un peu plus cher. Et le deuxième, c'est pour les producteurs, pour les gens qui font les produits, c'est les freins liés effectivement au réchauffement climatique et aux problématiques de sourcing et d'énergie. Et après, du coup, pour continuer sur cette thématique des freins, peut-être Pierre-Édouard et Anne-Sophie, est-ce que pour vous, donc vous parliez tout à l'heure du timing, quels sont aussi pour vous les freins pour pouvoir proposer ou propulser des produits innovants? Oui, tout à l'heure, je parlais de timing. C'est vrai que, en fait, alors c'est pas vraiment un frein, mais c'est vrai que quelqu'un qui vient voir un distributeur avec des nouveautés, par exemple, au mois de novembre, c'est vrai que c'est des périodes qui sont moins propices parce qu'on va systématiquement, les catégories managers diront à toutes les entreprises revenez me voir au mois d'avril, parce que c'est vrai que c'est des contraintes légales de timing pour rencontrer des fournisseurs qui sont régis par les négociations. Donc oui, il y a quand même des contraintes de timing. Donc c'est vrai que si vous voulez proposer des produits à des distributeurs, c'est plutôt en amont de la construction de leurs arbitrages de référence qui se fait plutôt au mois de mai-juin. Donc voilà, la rencontre au niveau distributeur peut être engagée à partir du mois d'avril. Mais oui, il y a quand même des contraintes de timing. Et puis voilà, c'est vrai qu'en fonction du canal de distribution sur lequel vous voulez aller. Alors c'est vrai que, voilà, et heureusement, toutes les marques ne veulent pas être distribuées en grande distribution, mais pour les marques qui voudront s'adresser à des distributeurs, c'est vrai qu'il y a des codes marchés, il y a des implantations qui se réfléchissent, il y a un positionnement prix et une rentabilité des produits qui se réfléchit aussi. Et c'est vrai que, en fait, chez U, on le voit puisque on a mis en place un canal de discussion entre les moniteurs qui sont en magasin directement, qui implantent les références, et nous, centrale. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend vite compte que ce soit sur même des produits de notre marque à nous, en fait, ils nous disent telle référence, elle est plus grande en hauteur que les références de marque nationale. Donc en fait, on perd 5 ou 10 cm de place dans un linéaire. Et en fait, ça, c'est des choses sur lesquelles les magasins sont très attentifs. Donc en fait, quand je disais tout à l'heure sur le packaging, il y a vraiment pour moi l'aspect code du marché et l'aspect message à faire passer au consommateur. Parce que c'est vrai que parfois, quand on travaille sur un produit, et je l'ai été puisque j'ai travaillé sur du développement produit, c'est pas parce que nous, on comprend notre produit que le consommateur final le comprendra. Et malheureusement, il y a aussi des marchés qui sont assez précurseurs en ce moment et que les consommateurs ne comprennent pas encore. Et il y a quand même... Donc c'est important, je trouve, pas que au niveau distributeur, mais même autour de vous, de solliciter des personnes qui ne connaissent pas les produits pour voir si les offres sont bien comprises, parce que c'est pas toujours le cas. Donc non, en termes de frein, en fait, si le consommateur final ne comprend pas le produit et ne comprend pas le rapport entre le produit et le prix, c'est vrai que ça peut être tout de suite plus compliqué. Je rejoins Sophie sur le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment tomber au beau moment pour l'entreprise qui va innover, parce que nous, on va être d'accord, on va trouver le produit super, mais le client final n'est pas prêt à le consommer maintenant. On va le lancer, nous, on va le référencer, et ça va faire un flop. On va lui laisser sa chance, il va prendre 6 mois. 1 an peut-être chez nous, mais chez nous, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est la place de picking, donc la place que prend le produit dans l'entrepôt. Et si le produit ne sort pas, il est déréférencé. Et on sait qu'un lancement raté, c'est un produit qui reviendra sûrement pas chez nous ou qu'il faudra aller rechercher un autre canal pour aller le distribuer. Et là, ça va être une vraie complexité. Et peut-être aussi, Charles, vous, en tant qu'entrepreneur, pour vous, les freins, est-ce que c'est aussi l'aspect investissement nécessaire pour développer une innovation ? Le frein, il est effectivement sur la réalité économique, donc soit le pouvoir d'achat du consommateur. Et pour atteindre ce prix cible,
l'investissement qui est mis en face et le temps pour atteindre ce prix cible. Donc effectivement, il y a des produits qui parfois, on voit nous dans notre écosystème des entreprises qui s'arrêtent et on sait que c'était pas loin de la vérité et à l'inverse d'autres qui tout de suite fonctionnent mais parce que aussi il y a eu plus d'investissement. Donc c'est la réalité terrain. Donc faut toujours s'adapter et écouter ce que les acteurs... Nous, on est spécialistes de la production, on n'est pas spécialistes de la distribution, on n'est pas spécialistes de la logistique, donc il faut vraiment écouter ce que chacun dit. Et il faut aussi savoir que tout le monde va au plus simple, tout le monde, donc un produit qui ne se vend pas, ça va pas être à la personne, soit du magasin, soit le distributeur, de faire tout notre travail. Donc oui, c'est vraiment encore une fois un tout. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Oui, on vous entend. Je pense que c'est... Alors, en fait, j'ai deux questions. Vous avez parlé beaucoup du végétal et on sent que c'est une attente. Et dans quelle mesure ça se traduit par des chiffres, peut-être que pour vous, être suffit dans les rayons? Ça, c'est la première question. Et deuxième, c'est un sujet qui est peut-être moins sympa à entendre, mais c'est l'ultra-transformation. Est-ce que ça correspond à une attente? Est-ce que c'est une responsabilité du consommateur ou du distributeur d'avoir des produits plus clean, des choses qui soient peut-être moins nocives pour la santé? Alors, j'ai pas de chiffres sur la végétalisation, mais je pourrais vous en trouver, il n'y a pas de souci. Par contre, je tiens juste à préciser un point aussi, c'est que la végétalisation de l'assiette, c'est pas forcément des alternatives aux protéines animales en végétal, ça peut être aussi une réduction des proportions de viande ou de poisson, notamment sur les plats cuisinés. Pour avoir une part de protéines végétales qui est plus importante. On n'est pas forcément sur des produits ultra transformés. Donc voilà, et ça pour le coup, on y est assez sensible. Et sur les produits ultra transformés, en tout cas sur la marque U, c'est vrai qu'il y a quand même un vrai travail de recette qui est fait. Par contre, encore une fois, tout est une question de timing et tout est une question de catégorie de produits. Dans le sens où, par exemple, chez U, on avait lancé toute une gamme de bonbons avec un pourcentage de sucre réduit. Et en fait, on se rend compte que sur certaines catégories de produits, les consommateurs sont prêts à faire un pas en avant. Sur d'autres catégories, en fait, c'est pas le bon moment. Peut-être que ce sera le bon moment dans 5 à 10 ans. Et du coup, encore une fois, c'est assez paradoxal. Et je rejoins ce qu'a dit Charles tout à l'heure, de ce que l'on voit dans les études versus les comportements réels des consommateurs. Parce qu'en fait, on voit quand même dans les innovations de l'année 2024 que, quand on lit les études, le consommateur fait plus attention à ce qu'il consomme, etc. C'est vrai que quand on regarde les innovations qui marchent, qui fonctionnent, on a quand même beaucoup de références plaisir et pas forcément les plus clean possibles. Donc oui, sur certaines catégories de produits, faire très attention aux recettes, aux ingrédients et privilégier l'origine France. Malheureusement, sur d'autres, c'est pas forcément ce qui est attendu encore par les consommateurs. Alors nous, sur la partie végétale, sur la collectivité, c'est un menu par semaine. Donc forcément, il va en falloir de plus en plus et des produits différenciants parce qu'on ne va pas remettre chaque semaine la même chose. Donc on est vraiment à l'écoute de ce qui se fait sur le marché et de ce qui va se faire dans le futur. Sur la partie clean, ça c'est une vraie demande à aujourd'hui de certains de nos clients. Plus sur la restauration collective, je parlais de la petite enfance, où là, ils sont très attentifs à ce qui va être comme produit dedans. Pas de rajout, pas d'exhausteur de goût, des choses comme ça, le plus clean possible. Ils retravaillent beaucoup le produit brut. On a eu une dérive à un moment de produits ultra transformés qui étaient dans les cuisines parce que c'était plus rapide, c'était plus facile. Mais là, maintenant, il y a une vraie analyse qui est faite de la fiche technique pour savoir ce qu'il y a dans le produit et on recherche de plus en plus du produit brut et on en vend de plus en plus. Et pour vous, Sylvain, c'est aussi une tendance que vous observez ? Alors l'ultra-transformation, pour moi, c'était une petite bombe à retardement qui s'est un peu cachée là, parce que pour moi, ça pouvait être une crise sanitaire importante par rapport effectivement il y a quelques années.
Mais une fois de plus, ce genre de sujet où je pensais vraiment que le consommateur allait prendre le lead dessus, en disant voilà, je veux du brut, je veux du moins cuisiné, une fois de plus, sachant que ultra transformation, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. C'est pas un mélange d'ingrédients, c'est vraiment la technologie derrière. Aujourd'hui, une fois de plus, quand on voit les ventes de certains produits, on se dit mais c'est lunaire en fait. Le consommateur repart sur des dérives de produits qui ne sont pas bons, entre guillemets, pour la santé. Donc, parce que c'est moins cher, etc. Après, moi, sur les marques nationales françaises, franchement, il y a un travail, je les connais très bien, il y a un vrai travail de refonte, d'aller vers moins de transformation, etc., ça c'est clair. Et de fait, d'aller aussi vers le végétal, pour plein de raisons économiques, de filière, tout ce qu'on a expliqué. Avec, alors, moins en moins de la vraie, on va dire, du substitut au steak, à la saucisse, etc. Mais vraiment revaloriser le légumineuse, les légumes, etc. Alors je donne un exemple qui a un succès d'innovation qui est assez cohérent, je trouve, mais qui avait été lancé il y a 3 ans, qui avait foiré, enfin qui n'avait pas marché, pardon, qui est lancé par Fleury Michon, qui s'appelle les tranches végé. Donc je ne sais pas si vous avez vu, c'est des tranches qui sont quasiment pas transformées. Enfin c'est pas transformé, il y a une recette, il y a très peu d'ingrédients. Ils réinvestissent dans des filières de légumineuses, de lentilles corail et d'haricots blancs, et ils ont choisi, et ça c'est assez fort, de se mettre en face de leur jambon. Voilà. Ils sont en rayon à côté de leur jambon. Et ce qui marche, c'est que les codes du végétal sont bien mis en avant, c'est plutôt très bon, et surtout c'est moins cher que le jambon, en fait. Et c'est un succès, ils en ont vendu plus d'1 million en 2 mois. C'est un succès énorme. Enfin, je pense qu'il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu un succès d'innovation de rupture, quelque part, pour un faiseur de viande, en fait. Donc voilà, un exemple intéressant. Aujourd'hui, c'est la vraie difficulté pour nous, distributeurs, c'est d'avoir des produits qui sont innovants, ça c'est top, mais qui sont à aujourd'hui plus cher qu'un produit carné ou un poisson. Et là, pour aller le vendre, c'est soit il y a une vraie histoire, il y a quelque chose derrière à aller raconter, et là on arrive à le vendre, sinon le produit il fait flop parce que le prix est déconnant. Je ne sais pas si on a encore une question dans le public. Alors si on a fait le tour, moi j'avais peut-être une dernière question pour Charles, parce que vous avez été donc lauréat de ce concours Food Créative. Et pour vous, parce qu'on va bientôt connaître les nouveaux lauréats pour cette édition, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Je vais me répéter, en fait j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est énormément de rencontres. Énormément de rencontres. Je ne sais pas s'il y a encore l'invitation au ciel cette année ? Mais si, je crois. Hein. Ok, bon, pas de bourde. Oui, non, c'est énormément de rencontres et de tout l'écosystème. Forcément, je ne vais pas me répéter une mise en avant de la communication, etc., mais des rencontres. Et les rencontres, c'est pas à sens unique. Donc, c'est-à-dire que je conseille aux lauréats de vraiment en profiter. Génial. Merci beaucoup. Merci à tous les 4, en tout cas. Alors on va faire un petit changement de scène et je vais proposer aux personnes qui sont debout, qui sont arrivées après, il reste des places, profitez-en pour vous asseoir, pour pouvoir assister de façon confortable à la remise des prix. Alors, je pense qu'on va passer à la remise des prix du concours. Trophée Food Créative. Food Créative. Le concours de l'innovation agroalimentaire des Hauts-de-France. La remise des prix. Et je vais proposer à Ingrid et Elsa de venir me rejoindre sur scène pour pouvoir présenter ce très beau concours. C'est à vous. Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux cet après-midi. Je suis Elsa Lukoviak et je suis chargée de mission chez Agrosphère. Et donc j'ai co-organisé cette 11e édition du concours Food Créative pour la première fois avec Ingrid. Bonjour à tous, merci à vous d'être présents parmi nous. Moi, je suis sur le comité de promotion à service de la Chambre d'agriculture. Et c'est vrai que ce concours, historiquement, nous l'organisons depuis sa 11e année.
C'est un concours qui nous tient à cœur parce qu'il permet de valoriser nos belles entreprises et également nos producteurs. Et c'est toujours un plaisir de l'organiser tous les 2 ans. Et pour l'organiser, on n'est pas seul parce que ça demande quand même pas mal de temps de travail. Et Elodie Pruvot m'a accompagnée au comité de promotion sur cette mission cette année. Et du côté d'Agrosphère, c'était Ariane qui est derrière le PowerPoint ce soir, qui est stagiaire pour cette édition du Food Créative et en 5e année à Junia. Donc voilà, merci beaucoup à elles deux. Et tout de suite, une petite vidéo de présentation du concours. Bienvenue à la remise des prix du Food Créative. Food Créative, c'est le concours de l'innovation agroalimentaire des Hauts-de-France. Il récompense les produits alimentaires innovants créés et produits dans la région. Il a lieu tous les 2 ans depuis 2004 et fête donc sa 11e édition. Cette année, il est organisé par le comité de promotion et Agrosphère, en partenariat avec les écoles Junia Issa et Polytech Lille, ainsi que le CIC Nord-Ouest, et avec le soutien financier de la région Hauts-de-France. Le concours est ouvert aux entreprises alimentaires de toute taille, produisant en Hauts-de-France, de la start-up au grand groupe. L'innovation peut porter sur la recette, le process, l'emballage, l'impact environnemental, tout ce qui va différencier le produit de la concurrence. Après une première phase de sélection sur dossier par les organisateurs et les écoles partenaires, 20 produits finalistes sont retenus et classés en catégorie de tendance. Un jury d'experts, composé de distributeurs, de spécialistes de l'agroalimentaire et de journalistes, évalue l'aspect innovant ainsi que les caractéristiques hédoniques et sensorielles des produits, déterminant ainsi les 5 produits lauréats. Au cours de l'été, les consommateurs votent pour leur finaliste préféré via un jeu concours. À l'issue de ce vote, un 6e et dernier prix est attribué, le prix consommateur. Les lauréats bénéficient de nombreuses retombées dans la presse et sur les réseaux sociaux, d'une vidéo présentative de leur innovation, d'une dotation d'une valeur de 500 € par le CIC Nord-Ouest et d'une présence sur le pavillon régional au Cial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur foodcreative.fr. Donc, comme ça a été dit dans la vidéo, on est en partenariat avec les écoles Junia Issa et Polytech Lille depuis de nombreuses années maintenant. Et je profite de ce moment pour remercier le CIC Nord-Ouest pour avoir collaboré avec nous tout au long de cette 11e édition. Donc merci beaucoup à vous. Alors pour cette édition 2024, il y a 65 entreprises qui ont candidaté au concours et qui ont proposé en tout 91 produits, puisqu'elles pouvaient présenter entre 1 à 3 produits maximum. Donc on voit que le concours plaît toujours autant. Ça c'est top. L'édition 2024, on a beaucoup de TPE, PME, ce qui montre qu'on a des startups et des entreprises très innovantes, mais on a aussi des groupes. Et ça, c'est un plaisir chaque année de voir qu'il y a des grands groupes aussi qui participent à ce concours, et puis des producteurs qu'on essaie de façon régulière à candidater à notre concours. Et ça, c'est toujours un bonheur de savoir que certains produits peuvent arriver aussi lauréats. Vous verrez après. Alors en termes de couverture géographique des ventes, forcément elle est assez diversifiée vu que la typologie des entreprises elle est assez différente, mais globalement il y a une majorité de ventes à l'échelle nationale et aussi pas mal à l'échelle locale et régionale, avec toujours une minorité des ventes qui se fait à l'échelle internationale. L'innovation, elle peut donc porter, comme vous l'avez vu dans la vidéo, sur pas mal de choses, notamment les nouvelles recettes, les nouveaux emballages. Ça peut être aussi au niveau du process et des technologies, mais aussi des matières premières, de la fonction du produit et des modes de consommation. Donc c'est vraiment à plein de niveaux différents. Si on se cale sur les tendances alimentaires, il est vrai que la plupart des entreprises en région nous proposent bien évidemment des tendances qui sont en lien avec les attentes
du marché. Et ça a encore été la preuve cette année, et notamment sur des tendances alimentaires, comme nous l'avons tout à l'heure abordé à la table ronde, qui vont être sur de la durabilité, sur le local, sur le bien-être et la nutrition aussi, malgré tout. Et puis, n'oublions pas le plaisir, et tout ce qui peut être atypique et exotique fait toujours plaisir, et ça restait des tendances encore très fortes sur les produits qui ont été présentés par l'ensemble des entreprises. Alors, par rapport au jury du concours Food Creative, donc vous l'avez vu, il a été fait en 2 temps. Le premier jury qui avait lieu au mois de mai cette année, il a donc été réalisé sur dossier par les organisateurs et les écoles partenaires, et c'est là qu'on a retenu 20 produits finalistes. C'est vrai que c'est 20 produits finalistes, et c'est merci à Polytech. C'est une liste, voilà, une grille très technique qui nous sont proposées pour choisir parmi ces 20 produits finalistes. Et ensuite, on a un jury d'experts qui, tous les 2 ans, est renouvelé. Et je remercie tous ceux qui sont présents aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire déguster ces produits. On a des jurys, des membres du jury qui viennent de tout milieu. Donc on a bien évidemment tous nos partenaires en région, nos centres techniques qui sont présents et qui sont présents à chaque édition. Mais on a également des distributeurs, des enseignes de grande distribution, des professionnels de la restauration collective. Nous avons aussi le plaisir cette année d'avoir un chef, Monsieur Célis, qui est avec nous présent. Et puis, le jury d'experts, on avait également une journaliste avec nous, va évaluer le caractère innovant du packaging déjà. C'est pour la première approche consommateur, est-ce que c'est ce dont nous abordions tout à l'heure, c'est le premier regard qu'on peut avoir sur un packaging. Et ensuite, il y a des tests sensoriels qui sont organisés au sein de Junia. Junia qui nous met à disposition cet espace gracieusement. Et donc, pendant une demi-journée, il y a 20 produits qui sont testés et votés. Et donc les lauréats y bénéficient évidemment d'une belle communication sur nos réseaux sociaux respectifs, d'une vidéo sur leur innovation offerte par le CIC Nord-Ouest, ainsi que d'une dotation d'une valeur de 500 €. Ils sont aussi présents dans la presse et dans le book du concours que vous pourrez récupérer juste après à la sortie en allant vers le cocktail. Et enfin, évidemment, d'une présence sur le CIAL, donc, qui a lieu cette année du 19 au 23 octobre sur le pavillon régional. Donc ça, ouais, c'est pas à négliger. C'est pas négligeable, et on remercie beaucoup les services de la région pour ça, parce que ça valorise Food Creative, ça montre que nous sommes une vraie région innovante, et en plus ça permet à nos lauréats de participer aussi à l'innovation. Donc ça, ce n'est pas rien. Trophée Food Creative. Merci à toutes les deux et bravo pour cette présentation. Agroalimentaire des Hauts-de-France. La remise des prix. Et pour l'organisation de ce très beau concours. Alors, on ne va pas laisser durer le suspense trop longtemps et on va passer à la remise des prix. Vous allez pouvoir aussi découvrir les noms des 20 finalistes et leurs innovations que vous pourrez aller goûter ensuite après la remise des prix. Alors, ce prix, il récompense 5 catégories. On a donc tout d'abord la catégorie végétale. Nous avons ensuite la catégorie praticité, puis la catégorie entreprise dynamique. Enfin, nous avons la catégorie plaisir. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie durable. Et le petit bonus, c'est la catégorie prix du consommateur, où là, ce sont des consommateurs qui, pendant tout l'été, ont voté pour l'une des innovations. Et donc, je vous propose de passer tout de suite à la remise du prix sur la catégorie végétale. Trophée Food Creative. Catégorie végétale. Alors, dans cette catégorie, vous allez retrouver des innovations qui utilisent uniquement des ingrédients végétaux. Et pour remettre ce prix, je suis ravie d'accueillir Sylvain Zaffaroni, qui est le parrain du concours et que nous avons eu la joie d'entendre tout à l'heure. Alors, on va revenir rapidement sur les innovations qui sont présentées. Donc, tout d'abord, le tempeh au curry jaune de Fou. Ensuite, le Salmonderful fumé de Olala. La glace végétale au tournesol et éclat de tournesol caramélisé de Vandenkastel. Et Janice de J Enjoy.
Alors Sylvain, je vais vous laisser nous dévoiler le nom du lauréat dans cette catégorie. Ça tombe bien, c'est un de mes coups de cœur. Donc c'est la glace végétale au tournesol de Van der Kastel. Alors on accueille tout de suite Florent l'écrivain. Et alors juste avant de vous remettre le prix, je vous propose qu'on découvre une vidéo pour connaître justement cette innovation. Van den Kastel voit le jour en 1975 dans les Hauts-de-France et plus précisément à Saint-Sylvestre-Capelle dans les Flandres. Nos desserts glacés se démarquent notamment grâce à notre savoir-faire depuis 50 ans et à notre qualité. Et 50 ans après l'ouverture de notre première boutique à Saint-Sylvestre-Capelle, ce sont déjà 11 boutiques qui sillonnent les Hauts-de-France. Chez Van den Kastel, nous prenons soin de choisir nos matières premières de qualité en favorisant, quand cela est possible, le circuit court. De plus, nous avons un processus de fermentation qui permet d'avoir une glace onctueuse et généreuse. En effet, pour obtenir de l'onctuosité dans une glace, il faut de l'air. Mais attention à ne pas trop en mettre, afin de garder un goût intense et d'obtenir un produit généreux. Chez Van den Kastel, nous intégrons entre 20 et 30% d'air dans nos glaces. Van den Kastel, c'est environ 300 références avec 50 parfums. Nous avons un laboratoire de recherche et développement pour être toujours plus innovants. Nous avons à cœur de régaler tous les gourmands. C'est pourquoi, depuis maintenant quelques années, nous avons créé des desserts glacés sans allergènes. Dans cette même optique, nous avons choisi de développer une gamme végétale. D'une part, nous proposons une glace sans lactose et végane, et d'autre part, nous avons un parfum innovant pour de la glace, le tournesol. Cette glace ne s'adresse pas uniquement aux véganes ou aux personnes allergiques au lactose, mais à tous les gourmands curieux de découvrir un produit innovant. L'idée de ce parfum nous est venue grâce au sachet de graines de tournesol que nous mangeons dans la cour de récréation ou à l'apéritif. C'est un souvenir d'antan que nous avions. De plus, le tournesol a plein de bonnes propriétés, notamment il est riche en oméga 6, du bon gras, qui permet de remplacer la matière grasse du lait et de la crème. Après plusieurs essais, pour mettre au point cette gamme végétale, nous nous sommes orientés vers la protéine de pois, pour remplacer la protéine de lait. Et dans l'optique de fabriquer avec des matières premières de qualité locale, nos graines de tournesol proviennent d'Anzin, dans le Pas-de-Calais, et nos protéines de pois de Lettrem, également dans le Pas-de-Calais. Pour goûter nos glaces végétales tournesol, vous trouverez toutes nos adresses sur notre site internet et click and collect vandenkastel.com. Toutes les équipes Van den Kastel vous souhaitent une bonne découverte et une bonne dégustation. Le jury d'experts Food Creative a été séduit par une alternative gourmande de crème glacée. Une texture onctueuse et croquante par les éclats de tournesol caramélisé et un goût surprenant et bluffant. Tout d'abord, bravo Florent pour ce prix. Merci. Vous pouvez vous mettre à côté. Alors moi, je vais quand même vous poser quelques questions. J'imagine qu'une innovation comme celle-ci, c'est aussi un travail d'équipe. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de comment ça marche l'innovation chez Van den Kastel ? Alors tout d'abord, je voulais remercier toutes les équipes de Food Creative et le jury de nous avoir élu lauréat de cette catégorie. Ça a été une grande surprise pour nous. Et pour essayer de répondre à votre question, on a la chance chez Van den Kastel d'avoir une équipe de recherche et développement intégrée, dont Aurélien est à la tête. Et donc c'est à Aurélien que le prix revient, pour être très transparent avec vous. C'est un long travail, c'est aussi l'expertise de l'entreprise depuis presque 50 ans de pouvoir être capable de sourcer des matières premières locales, d'équilibrer les recettes, de faire des tests. Sur cette recette de glace végétale, Aurélien a à peu près travaillé 1 an et demi avant d'arriver à trouver le bon équilibre, la bonne saveur, la bonne association. Et puis finalement, quand on a sorti la glace végétale, qui était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une sensibilité de nos clients, une alternative à nos produits. Nous, on a l'habitude de travailler un lait entier, frais, cru, qu'on pasteurise de la ferme qui est à 2 km de l'atelier. La glace végétale, c'est aussi un besoin de nos clients qui émerge de plus en plus. Et voilà, on a essayé de trouver des saveurs qui s'alliaient et de raconter une histoire. Et donc finalement, le tournesol nous paraissait une belle histoire dans la gamme du végétal et gourmande. Aurélien, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est bon.
Et moi, je vais appeler Jean-Louis Basquin pour remettre un petit chèque de la part de CIC Nord-Ouest. Merci beaucoup et encore bravo. Et alors, est-ce qu'on peut les goûter tout à l'heure, les glaces ? Avec plaisir. Tout est prêt, on vous attend. Effectivement, le tournesol, c'est pas forcément un parfum sur lequel on irait naturellement, et donc ça mérite d'être goûté, ça mérite d'être partagé. Je vous laisserai vous faire votre propre avis, mais le jury a dit que c'était bluffant, donc on partage l'avis du jury. Super, merci beaucoup. Alors on va poursuivre avec la deuxième catégorie, la catégorie praticité. Alors là, on va vers des produits ou des services alimentaires. Food créative. Catégorie praticité. Alors ces produits, ils vont avoir une facilité de préparation, de consommation ou de conservation. Alors nous avions 4 finalistes dans cette catégorie et on va vous présenter leurs produits. Alors tout d'abord, un sirop d'exception au citron noir et au poivre de Sichuan de Picardie, créé par Émeric Pateau. Un flatbread par Grain d'Orgel. Du bibimbap de bœuf par Fresh Mood. Et des capsules de chicorée compatibles Nespresso, imaginées par Chicorée du Nord. Alors pour remettre ce prix, j'accueille Philippe Incelin, qui est le directeur... Ah non, pardon. Pas tout de suite. J'accueille Denis Célis, qui est chef au sein de la cité scolaire Albert Châtelet de Douai. On va vous donner la petite enveloppe. Tout d'abord, bonjour à tous, et puis merci à la commission, au comité voilà, et puis au conseil régional de me permettre d'être là aujourd'hui. Et bravo à tous, aux 20 lauréats, parce qu'on a dégusté de bons produits, vraiment, et bluffant. Merci. Alors, le gagnant est Émeric Pateau pour le sirop d'exception au poivre. Je vous propose qu'on découvre justement votre produit avec une vidéo de présentation. Je suis cuisinier et expert des huiles essentielles culinaires. Je crée des produits innovants concentrés en goût pour les professionnels et les particuliers. J'ai imaginé il y a quelques temps un sirop d'exception au poivre de Sichuan de Picardie et au citron noir. J'ai vécu à La Réunion où j'ai découvert les huiles essentielles et ça a changé ma vie. Je suis devenu le premier chef au monde à écrire des ouvrages consacrés aux huiles essentielles dans la cuisine. Je suis ce qu'on appelle un twister de recettes, dénicheur de pépites culinaires et d'ingrédients inédits. Par exemple, le citron noir et le poivre de Sichuan. J'ai travaillé avec l'expert mondial de l'éco-extraction Farid Chemmat sur l'île de La Réunion. C'est un processus d'extraction écologique, sans énergie fossile et sans solvant. Les huiles essentielles produites avec cet extracteur sont d'une qualité premium inédite, avec un goût très proche de la plante fraîche. Avec ces huiles essentielles culinaires inédites, nous avons créé ce sirop d'exception qui valorise notre belle région, la Picardie. C'est une fusion subtile et raffinée. Nous avons voulu créer une innovation gourmande et audacieuse, alliant parfaitement l'acidité grillée du citron noir, reconnu pour son parfum envoûtant, avec le goût délicat du poivre de Sichuan, cultivé à quelques kilomètres de notre atelier. Ce sirop résulte d'un mariage subtil entre le citron noir, dont nous avons extrait l'huile essentielle, et le poivre de Sichuan de Picardie, dont nous avons également extrait l'huile essentielle grâce à notre extracteur d'huile essentielle par micro-ondes. C'est une délicate réduction d'eau et de sucre. Nous avons sublimé ce sirop avec quelques gouttes d'huile essentielle de poivre de Sichuan. Twistez vos desserts et boissons avec
quelques traits de ce sirop. Sa saveur exceptionnelle va sublimer vos salades de fruits, vos tartes aux pommes, vos coupes de glace et bien plus encore. Utilisez-le également pour imbiber par exemple vos biscuits. Une cuillère à soupe de cet élixir apporte une touche de gourmandise à vos boissons. C'est un indispensable pour épater vos convives. Notre sirop est disponible à la vente sur notre site internet, directement dans notre atelier à Dury ou dans les 2 boutiques de la maison Courtier à Amiens. Le jury d'experts Food Creative a été séduit par un parfum innovant avec un bel accord, poivre de Sichuan et citron noir grillé. Un goût à la fois léger et fruité. Les arômes sont puissants. Un produit qui invite à la créativité culinaire. Alors bravo à vous. Alors moi j'avais une petite question pour vous. Donc ce produit, il se destine à qui? Je ne sais pas encore. Non, alors déjà merci au jury, enfin à Food Creative et au jury d'avoir voté pour moi. Enfin j'aurais voté pour moi aussi de toute façon. Merci à Philippe d'avoir soudoyé la moitié du jury. Merci beaucoup. Alors il est destiné aux chefs et aux particuliers. Okay. On a décidé de créer une gamme aux particuliers il y a quelques mois. Puisque nous, notre métier, c'est d'accompagner les acteurs de l'agroalimentaire dans la création de produits innovants, concentrants en goût, avec une expertise mondialement reconnue sur les huiles essentielles et l'aromatisation végétale. Et en achetant cette fabuleuse machine que moi j'ai découvert il y a 20 ans sur l'île de la Réunion, avec la personne qui l'a inventé, ce fameux Farid Chemat. Et on avait extrait à l'époque des huiles essentielles de plantes endémiques. Donc voilà, je suis parti du laboratoire avec des essences d'agrumes mini-commandes, donc j'avais l'impression d'avoir des cadeaux de Noël, c'était juste génial. Et quand on a fait nos premiers essais, on s'est rendu compte que le résultat était tellement bluffant qu'on a décidé d'en faire une gamme de produits à twister, un peu l'effet waouh de vos recettes du quotidien, avec ces huiles essentielles qui sortent de cette machine, qui permettent de faire, juste pour la petite histoire, de faire des extractions d'huile essentielle en 15 minutes. Là où normalement une hydrodistillation classique, on est plutôt dans l'ordre de entre 4 et 7 heures. Et là, en 15 minutes, vous avez des huiles essentielles qui sont, en tout cas en termes d'organoleptique et de goût, bien au-dessus de ce qui se fait traditionnellement. Et alors justement, vous parliez d'une gamme de produits. Quels autres produits vous proposez? Vous avez quelques exemples à nous donner? Ah ouais, là j'en ai pas mal. Mais... Voilà, je me doute. Alors sur les sirops, on en a sorti 3. On en a sorti un à l'ilang-ilang, qui est une fleur plutôt exotique, qui a un parfum entre le jasmin et la vanille, si je devais le résumer rapidement. On en a fait une aussi à l'herbe de bison, qu'on trouve normalement dans la vodka. Mais celle-ci, voilà, on a fait un extrait et ça a des notes plutôt de fèves de tonka un peu végétales. Et après, on a fait une gamme d'huiles de finition, c'est-à-dire en gros, c'est des huiles qu'on met au dernier moment sur des plats. On a extrait du za'atar, un mélange d'herbes très à la mode en ce moment, qui a des parfums plutôt un peu d'herbe de Provence, un petit peu de thym et de lavande. On a aussi sorti des crèmes de vinaigre, donc vraiment des condiments à mettre au dernier moment sur les salades, sur les plats, les desserts. On a fait une crème de balsamique au poivre fumé. Donc on a réussi à extraire aussi le goût du fumé. Parce que maintenant en plus on n'a plus le droit d'avoir les arômes de fumée, donc tant mieux. Là on a vraiment le goût du fumé naturel au bois de hêtre. On a fait aussi une crème de vinaigre à la framboise et à la sarriette citronnée de Picardie, parce qu'on a décidé aussi, et ça c'est hyper important, on en a parlé tout à l'heure, mais de valoriser aussi le local. Donc c'est cultivé à 50 km d'Amiens, et puis voilà, on reçoit les plantes, on fait des extractions et on a sublimé une framboise. Et voilà, enfin, en gros, on a à peu près une vingtaine de produits, mais vous pourrez les déguster tout à l'heure. Super, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, bah, génial. Et moi, je vais appeler Jérôme Navo pour remettre du coup le chèque, la récompense CIC Nord-Ouest. Merci. Merci. Hop. Ok. S'il vous plaît. Allez, hop. Super, le temps de faire une petite photo. Bravo à vous en tout cas et félicitations. Merci. Ouais, vous pouvez laisser le micro, pas de souci. Merci beaucoup. Alors on va poursuivre cette remise des prix avec une catégorie qui est une nouvelle catégorie pour 2024. Trophée Food Creative. Food Creative. Catégorie Entreprise dynamique.
Alors cette catégorie, elle récompense des entreprises qui ont une véritable démarche d'innovation depuis plusieurs années, qui parfois ont même été plusieurs fois finalistes, voire lauréates du prix de Food Creative. Et donc on va vous présenter les produits de ces 4 finalistes. Alors tout d'abord Sylvae, qui est un café issu de l'agroforesterie qui a été développé par Méo. Du cœur de vanille bourbon développé par Eurovanille. Un banana bread par France Cake Tradition. Et enfin, un snack salé Loupi's Barbecue qui a été imaginé par la pâtisserie des Flandres. Alors, pour remettre le prix de cette catégorie, j'accueille Philippe Incelin, qui est le directeur d'Agrosphère. Et donc, si vous avez bien suivi, Agrosphère, c'est l'un des organisateurs de ce concours. Tout à fait. Alors, j'ai la chance de remettre le premier prix, la première fois le prix. Eh bien oui, de cette première catégorie qui n'existait pas avant. C'est important, je pense, effectivement, c'était ce souhait de valoriser ceux qui innovent régulièrement, de les récompenser. Donc ce prix est remporté par Cœur de Vanille Bourbon, réalisé par Eurovanille. Alors c'est Marie-Christine Chevalier qui nous rejoint et juste avant, je vous propose de découvrir cette innovation avec une courte vidéo. Bonjour, bienvenue chez Eurovanille. Je suis Marie-Christine Chevalier, directrice générale de l'entreprise. Eurovanille est une entreprise spécialisée dans la vanille naturelle. Nous sourçons nos vanilles partout dans les zones de production directement chez les producteurs et nous avons une maîtrise totale de la filière vanille. Aujourd'hui, c'est notre innovation, le cœur de vanille, qui est mise à l'honneur grâce au concours Food Creative. Qu'est-ce que le cœur de vanille? Le cœur de vanille est un produit simple d'utilisation, rapide à doser, sans perte et contrainte. Il est 2 fois moins cher qu'une gousse de vanille et permet de gagner du temps lors des préparations. On est évidemment sur un produit à base de gousse de vanille naturelle, aucune vanille épuisée, pas de sucre ajouté ni de conservateur. C'est un produit premium. Le cœur bourbon offre des notes aromatiques fumées et boisées typiques de la vanille bourbon Madagascar. Il a une très bonne tenue à la cuisson, ce qui permet une conservation totale des notes aromatiques typiques de la vanille bourbon. Cette recette est composée de concentré de vanille, de poudre naturelle de vanille et de grains naturels de vanille. Comment utiliser le cœur de vanille? Le cœur de vanille s'incorpore parfaitement dans toutes les réalisations. Nous proposons le cœur sous 3 formats, 100 g, 500 g et 1 kg. Nous avons également lancé une recette bouquet, recette signature Eurovanille, composée de 3 variétés botaniques de gousse de vanille, Planifolia, Tahitensis et Pompona. Facile à utiliser, il s'intègre dans le prémix d'une pâte, dans le beurre pommade ou tout simplement fondu. On peut aussi l'intégrer lors de la phase de descente de la température, 70 à 80 degrés, d'une préparation sur base laitière. Le dosage varie selon l'application et le rendu souhaité. Le jury d'experts Food Creative a été séduit par un produit pratique à mettre en œuvre pour les professionnels, un goût intense de vanille, un produit facile à doser qui apporte une plus-value sur un dessert. Merci beaucoup. Merci à Food Creative. Alors moi j'avais quelques questions pour vous, Marie-Christine. Comment on innove sur un produit qui finalement peut paraître, on va dire, assez simple comme la vanille? On innove parce qu'on est toujours à l'écoute du besoin du client. Donc c'est dans l'ADN d'Eurovanie de faire un produit. Et là, on a souhaité avoir le meilleur de la vanille dans notre produit avec toutes les notes aromatiques et l'intensité aromatique qu'on peut retrouver dans la vanille. Et également un produit pratique. On sait qu'avec le Covid, maintenant, pour les restaurateurs, c'est compliqué d'avoir du personnel. Donc, devoir gratter les gousses et les faire infuser, après filtrer pour ne pas avoir de fibres, c'est beaucoup de temps. Donc, le cœur de vanille, c'est la réponse, une des réponses peut-être pour gagner un peu de temps et pouvoir être plus performant dans son travail pour nos clients.
Et pour vous, qu'est-ce que ça représente aussi ce prix qui récompense finalement une innovation qui se poursuit, qui se déploie depuis plusieurs années et qui est peut-être même dans l'ADN d'Eurovanie d'ailleurs? On est ravis de recevoir le prix de l'entreprise dynamique, c'est flatteur, merci. Et en fait, pour nous, l'innovation, c'est, je pense, tout simplement l'avenir. Et on se doit de continuer à innover au quotidien, d'être à l'écoute du marché, des besoins pour répondre aux attentes. Super. Merci beaucoup. Et moi, je vais appeler Jean-Louis Basquin pour remettre le chèque CIC Nord-Ouest. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup et bravo en tout cas. Merci. Voilà. Alors on va tout de suite enchaîner avec la catégorie plaisir. Trophée Food Créative. Food Créative. Catégorie plaisir. Alors on en parlait tout à l'heure, le goût, le bon goût, que ce soit bon, et bien c'est justement ce que vous allez retrouver dans cette catégorie. Ce sont des recettes gourmandes qui allient plaisir et redécouverte des saveurs, des odeurs, des textures, mais qui sont aussi en lien avec les nouvelles tendances de consommation. Alors on va regarder tout de suite les 4 finalistes de cette catégorie. Alors tout d'abord, Troublé, qui a été développé par Love & Crew, un tzatziki au saumon imaginé par Simon Dutrio, Hank Passion Cassis Gingembre de Hank Distribution, et enfin une glace d'infusion de plantes aromatiques Tagette Passion créée par Glace Doudouce. Et pour remettre ce prix, c'est Christian Durlin, qui est le président de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, qui va me rejoindre sur scène. Peut-être un petit mot, je dirais en tant que président Bien de chambre, c'est fait plusieurs fois que je participe à ce concours et vous dire quand même le plaisir qu'on peut avoir en tant que représentant un peu des producteurs de matières premières, ce qu'on peut faire derrière et créer du plaisir, de la valeur. Et cet aspect d'innovation, il est vraiment très important parce que ça permet de toujours redonner un peu plus d'envie sur un secteur qui est le secteur de l'alimentation qui pourrait se banaliser facilement, mais le fait d'entretenir comme ça une dynamique d'innovation, ça permet de tirer en avant la thématique de l'alimentation et donc de créer de la valeur derrière forcément dont on a tous besoin. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Donc pour la catégorie plaisir, alors, le lauréat 2024 pour la catégorie plaisir, c'est pour la glace d'infusion de plantes aromatiques Tagette Passion, la glace Doudouce. Bravo Muriel. Et je vous propose qu'on découvre votre produit avec une courte vidéo. Voilà, félicitations à vous. Bienvenue dans mon laboratoire dans lequel je fabrique les glaces Doudouce. Je vais vous présenter principalement la glace à la Tagette Passion. La Tagette Passion est une plante ornementale de la famille de l'œillet d'Inde. Elle a un puissant parfum qui rappelle celui du fruit de la passion, d'où son nom de Tagette Passion. La particularité de cette glace est son processus de fabrication. Pour faire la glace, j'utilise aussi bien les fleurs que les feuilles qui sont très aromatiques. La plante est infusée dans de l'eau afin que son parfum se libère pleinement. Puis, cette infusion est transformée en glace. Son équilibrage permet de donner une texture onctueuse et savoureuse. Les glaces Doudouce sont 100% naturelles. La Tagette Passion est cultivée sur ma ferme au domaine de Richecourt. J'y cultive également une diversité de plantes aromatiques, de fruits et petits fruits en bio. Les glaces Doudouce sont sans colorant ni arôme artificiel car je maîtrise toute la fabrication depuis la culture des plantes, les récoltes, la transformation jusqu'à la commercialisation. Je commercialise les glaces Doudouce à la ferme et sur les marchés et les événements ainsi que chez des revendeurs partenaires. Je crée des glaces depuis longtemps, principalement pour mes enfants car je voulais leur offrir des desserts sains et gourmands.
Puis j'ai eu envie de partager mon savoir-faire avec les glaces Doudous. Je vous ai présenté la Tagette Passion, mais les glaces Doudous se déclinent en de nombreuses autres saveurs que je vous invite à venir découvrir au domaine de Richecourt. Le jury d'experts Food Creative a été séduit par une crème glacée apportant fraîcheur et douceur, un produit bio issu d'une production respectueuse et un parfum original et subtil. Bravo en tout cas Myriel, merci. Alors on en parlait tout à l'heure pendant la table ronde, on parlait du local. Et donc là, avec vos glaces, on est vraiment sur de l'ultra local. Pour vous, c'est quelque chose, une conviction que vous avez par rapport à ce que vous faites avec vos glaces ? Ben oui, en fait, c'est d'une part valoriser ce qui est proche de nous, que parfois on a oublié, qu'on ne connaît pas bien. C'est de mettre en exergue des saveurs, des choses très surprenantes. Et puis aussi, c'est valoriser d'autres agriculteurs, d'autres producteurs locaux qui font des très beaux produits et pourquoi aller chercher loin ce qu'on a à côté. Et où est-ce que vous allez puiser de l'inspiration pour vos recettes de glace qui sont assez originales d'ailleurs ? C'est une bonne question. Dans mon jardin, tout simplement. Voilà, tester. J'aime bien essayer les choses. Et du coup, je suis toujours à l'affût de nouveautés, de goûts nouveaux. Et par exemple, j'ai j'ai 2 glaces à base d'ortie. Parce que l'ortie, c'est un produit qui est vachement intéressant à manger et en termes nutritionnels. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas en sucré. Donc voilà. Et donc, on pourra goûter certains de vos parfums ? Tout à fait. Super. Merci beaucoup et encore bravo. Et je vais appeler Jérôme Nabo pour remettre le chèque CIC Nord-Ouest. Merci beaucoup et bravo. Alors, on approche de la fin de cette cérémonie de remise de prix. Nous sommes à l'avant-dernière catégorie, la catégorie durable. Trophée Food Creative. Food Creative. Catégorie durable. Alors, vous l'avez compris, pendant cette table ronde, le durable, les produits qui sont bons et qui font du bien aussi à l'environnement et à la planète, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, notamment pour les consommateurs. Et cette catégorie de récompense des innovations qui sont respectueuses de l'environnement, sociétal et économique sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Nous avons dans cette catégorie 4 finalistes. Alors tout d'abord, les chips de lentilles pesto basilic par l'Épopée, le Lupi Dark Coffee développé par Lupi Coffee, le poivré de pommes Picard des Jardins d'Arlette et le Poicamole de Paysan. Alors pour remettre ce prix, j'accueille Marie-Sophie Laine, qui est vice-présidente des Hauts-de-France en charge de l'agriculture, de la pêche, de l'agroalimentaire et de l'enseignement agricole. Voilà. Un petit mot juste pour vous saluer toutes et tous et vous dire le plaisir qui est le mien de participer tous les 2 ans à ce concours Food Creative. C'est toujours un excellent moment, comme l'a dit le président de la Chambre d'agriculture, parce qu'on voit effectivement l'aboutissement des matières premières qui trouvent des débouchés parfois inattendus. Et puis c'est surtout l'occasion de saluer la créativité, le talent de nos chefs d'entreprise, de vous qui êtes ici. Et je me demandais tout à l'heure, quand on a entendu la table ronde fort intéressante, dans le fond, si effectivement se mouvoir aujourd'hui dans un monde tout à fait incertain, ça relevait de l'équilibrisme, on va dire, ou de la mécanique parfaite, puisque vous avez évoqué le nombre de paramètres qu'il faut maîtriser, des paramètres qui tiennent aux consommateurs, à l'économie, mais en passant par
le merchandising, la distribution, et puis tout l'aspect coût de production. Voilà, c'est beaucoup de paramètres, et je me demandais si ça relevait plutôt d'un caractère plutôt scientifique ou plutôt artistique. Parce que finalement, ça fait appel aussi au feeling, sans doute, et à des tas de qualités comme la créativité. Voilà. Et donc, je voulais vous féliciter pour toutes ces qualités que vous regroupez et que vous fédérez au sein de votre entreprise. Voilà. On va connaître le prix de cette catégorie. Alors, le lauréat 2024 pour la catégorie durable est Lupi Coffee Dark. Et on accueille Anaïs Maresco. Avec toutes nos félicitations. Et on va découvrir justement Lupi Coffee avec une courte vidéo. Je vous embrasse. Donc Lupi Coffee, c'est du café de lupin 100% biologique. C'est une alternative au café qui est saine, hyper écologique et délicieuse. Chez Lupi Coffee, on a un seul et unique ingrédient. C'est une merveille de la nature. Elle est d'origine du pourtour de la Méditerranée et elle est cultivée depuis des milliers d'années pour sa capacité à enrichir le sol, mais aussi pour ses protéines de haute qualité. Chez Lupi Coffee, on utilise la variété du lupin doux. Cette fleur donne des graines similaires à celles du café. Elle est connue dans d'autres pays d'Europe pour sa préparation et son goût similaire au café traditionnel. En plus de faire une fleur magnifique, le lupin est une alternative locale et durable au soja. Une fois les graines récoltées, on va les torréfier et les moudre pour en faire du café. Nous offrons actuellement 3 variétés pour 3 intensités et saveurs différentes. L'originale, la plus douce, avec des notes de noisettes et de cacao. Intense, avec des notes chaleureuses de café et de noisettes grillées. Et Dark, qui participe au concours Food Creative, qui a un goût proche du café avec des notes subtiles de pain toasté. Dark a été lancé cette année et a été conçu spécialement pour les amateurs de café. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, on a planté aussi nos premiers lupins français dans la région Hauts-de-France et plus précisément dans l'Aisne. Lupi Coffee est une boisson éco-responsable et ultra saine. Elle contient des micronutriments, des vitamines et des protéines. Elle est naturellement sans excitant ni irritant et permet de garder son rituel café en s'adaptant à toutes les méthodes de préparation. J'ai créé Lupi Coffee en 2022 après avoir passé ma grossesse à chercher l'alternative parfaite au café. Et je pense que je l'ai trouvée. Lupi Coffee, ça s'adresse à toutes et à tous, que ce soit les femmes enceintes, ceux qui sont soucieux de leur santé ou ceux qui cherchent un mode de vie plus durable par exemple. Actuellement, nous sommes commercialisés partout en France, en boutique, épicerie et vrac, mais aussi dans quelques cafés et restaurants. Donc l'objectif de Lupi Coffee est de faire connaître et de démocratiser le café de lupin comme une alternative durable et locale au café. Chez Lupi Coffee, on a pour mission de réinventer votre rituel, en proposant des boissons saines et éco-responsables à base de lupin, sans compromis ni sur le goût ni sur la santé. Le jury d'experts Food Creative a été séduit par une alternative originale au café, bio et plus locale, une odeur de noisettes torréfiées et un goût agréable, un produit parfait en boisson froide. Alors Anaïs, vous voulez révolutionner notre mode de consommation et en tout cas peut-être de revoir la consommation de café, de consommer autre chose qui se rapproche du café ? Oui, l'idée en fait c'était de créer une nouvelle boisson, donc innovante, qui soit aussi bonne pour nous et pour la planète, tout en fait conservant le rituel du café. C'était là mon parti pris en fait, c'est que j'adorais le café, j'aime toujours beaucoup le café, mais les solutions qui s'offraient à moi ne me convenaient pas d'un point de vue de préparation ou de goût. Et avec Lupi Coffee, en fait, c'est pour ça que je l'ai développé, parce que le goût est assez proche du café et on peut conserver son rituel café parce que ça s'adapte à toutes les méthodes de préparation. Et alors, vous disiez que vous étiez distribué partout en France. Comment vous vous y êtes pris pour le faire ? Pas très bien. Pour être honnête, c'est pas du tout ma force. En fait, c'est plutôt de fil en aiguille, parce que pour lancer le projet, j'ai fait une campagne de bêta-testeurs, donc j'ai envoyé des échantillons à une centaine de personnes qui m'ont offert de leur temps et leur avis pour améliorer les recettes de torréfaction ou le packaging. Suite à ça, j'ai fait une campagne d'Ulule, de crowdfunding, qui a très bien fonctionné. Et c'est grâce à ça que j'ai gagné une belle communauté en fait, qui m'a aidée, qui m'a portée. C'est principalement ces gens-là qui m'ont dit « Ah, moi, ma petite épicerie vrac à côté, j'aimerais bien que vous y soyez, je vais leur donner un échantillon. » Et je n'ai pas commencé encore le développement à proprement parler, c'est ma mission de maintenant. D'accord. Mais c'est pour ça que je suis un peu partout en France et c'est assez disparate, un peu plus dans le nord, mais voilà, c'est pas très structuré.
Superbe, en tout cas, bravo à vous. Et je vais appeler Jean-Louis Basquin pour remettre le chèque CIC Nord-Ouest. Alors, et en plus, c'est vrai, Anaïs, je crois qu'il y a aussi une bonne nouvelle. Vous avez quelque chose de plutôt sympathique à annoncer, je pense, dans le cadre du CIAL, si je ne dis pas de bêtises. Oui, complètement. Déjà, je tenais à remercier Luc Nourrisson, il doit peut-être être dans le coin. Parce que c'est grâce à lui que je suis sur le concours de Food Créative. Et ensuite, je tenais à remercier les équipes, donc Food Créative et Agrosphère, qui m'ont présenté au CIAL, en fait, et on est lauréat du Grand Prix de l'innovation du CIAL, donc qui est je suppose que vous connaissez, mais c'est le Salon international d'agroalimentaire, voilà, qui se déroulera à Paris le 19 octobre. Ok. Voilà. Super, bah, bravo à vous. Et donc, on peut goûter l'Upi Coffee juste à côté après. Génial. Merci. Alors, on arrive à la dernière catégorie, celle du prix consommateur. Trophée Food Créative. Food Créative. Catégorie Prix consommateur. Alors, dans cette catégorie, les consommateurs ont pu voter en ligne pour l'un des 20 finalistes. Et donc, ce vote s'est passé tout au long de l'été et c'est Géraldine Carré, qui est négociatrice à la direction marchandises nord-est du groupe Carrefour, qui va remettre ce prix. Merci. En tant que effectivement représentant du groupe Carrefour, je suis très fière de remettre ce prix parce que notre leitmotiv au quotidien, c'est de faire plaisir aux consommateurs, de répondre à leurs attentes. Donc voilà, je vais remettre ce fameux prix. Alors, le prix consommateur 2024 est remis à Pâtisserie des Flandres pour le snack salé Loupies goût barbecue. Et je vous propose de découvrir ce produit avec une courte vidéo. Loupies, le snacking renversant qui a gagné le prix consommateur. Et qui de mieux que les consommateurs pour parler du produit? On va demander aux Lillois ce qu'ils pensent de la marque Loupies. Allez, venez avec moi. C'est giga bon, le degré, je suis étonnée. Elles sont trop bonnes. Non, franchement, très très bon. Moi, j'adore. Délicieux. Très très délicieuse. C'est dingue. Ah oui, on sent carrément bien le goût. Il y a un bon goût. Le goût est bon. C'est salé comme on aime. Alors, est-ce que c'est bon? C'est hyper croustillant. C'est hyper croustillant. Bien croustillant. C'est parfait pour l'apéro. Moi, c'est validé. Loupies, les gaufrettes renversants. Mais Loupies, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cracker qui fait à peu près la taille d'une pièce de 2 €, strié, qui lui donne un côté très croustillant. Pour avoir un goût explosif, il est assaisonné avec des poudres surprenantes et prononcées, qui lui donnent un goût renversant. Mais comment sont faits les Loupies? Il y a d'abord eu un gros travail de notre service R&D pour rendre ces petits crackers croustillants et explosifs. Pour la production, les crackers sont cuits au four et nous avons mis en place un procédé exclusif pour les recouvrir de poudre dans un tourbillon. Pour le concours Food Créative, nous vous avons présenté la saveur barbecue, mais nous avons aussi la saveur crème oignon et aioli, sans colorant, sans conservateur, fabriqué en France avec de la farine française. Parfait pour un snacking jeune et nomade, pour l'apéritif, dans les transports, en pique-nique ou encore à picorer au travail. Qui fabrique les Loupies? Fabriqué par la Pâtisserie des Flandres, qui est un spécialiste de la gaufre depuis 1997, avec un fort ancrage dans le Nord. L'entreprise va faire craquer le monde du snacking, avec pour 3 objectifs, un snacking gourmand, une cible jeune et être 30% moins cher que les produits premium du marché. Mais pourquoi c'est renversant? Loupies va vous procurer des sensations fortes, par son goût, avec une intensité de saveur explosive, par une nouvelle texture croquante, par une forme inédite et additive. Loupies, et c'est reparti pour un tour.
Les consommateurs ont été séduits par une texture croustillante sans goût de friture, un arôme vif en bouche et un format gaufre original. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de meilleur prix finalement que celui-là. Non, je pense que c'est la plus belle des récompenses. Si je devais remercier les 1997 votants qui ont voté pour nos produits, je les ferai un par un, mais c'est un chiffre important pour nous. 1997, c'est le nombre de votants pour les Loopies, mais c'est aussi la date de création de l'entreprise. L'entreprise a 27 ans cette année. Elle n'a pas cessé d'innover depuis sa création. Et là, cette année, on est très contents et très fiers d'avoir présenté ce nouveau snack d'un nouveau genre aux saveurs explosives. D'après les jeunes qu'on a interviewés, il paraît que ce serait une dinguerie. C'est un mot que j'ai découvert la semaine dernière, mais il paraît que ça veut dire que le produit est bon. Et alors, je crois que vous êtes aussi venu avec, je crois, 11 personnes de votre entreprise 14. 14. Alors, pour vous, c'est aussi quelque chose de collectif, une victoire que vous avez envie de célébrer ensemble, un travail d'équipe. Qu'on va célébrer ici tous ensemble après la remise des prix. Les Loopies, on appelle ça donc un snacking renversant. Mais il est renversant parce qu'il est fait par une équipe qui, elle, est renversante. Vous en avez un petit panel, en commençant par à votre gauche, donc Bruno, qui a développé le produit en R&D. À sa gauche, Camille, que vous avez entendu sur la vidéo, qui s'occupe de tout le marketing, tout le packaging qui a été créé depuis 1 an. Et Jocelyn, pour qui la mission commence aujourd'hui, c'est de vendre le produit. Alors bravo à vous et bravo à tous les lauréats que j'ai d'ailleurs rappelés sur scène pour faire une petite photo de groupe pour l'ensemble des lauréats. Ah, et le chèque. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le chèque. Jérôme, pardon. Voilà. C'est pas 14 chèques, j'en ai qu'un. C'est bon. Allez. Bravo. Et donc, je laisse revenir tous les lauréats pour faire une photo de groupe. Et dans le même temps, ça me permet de vous dire que toutes les équipes de Food Créative vous donnent rendez-vous dans 2 ans pour une prochaine édition. Et surtout, rendez-vous le mois prochain au CIAL pour pouvoir rencontrer tous les lauréats et certains peut-être des finalistes et de pouvoir déguster leurs produits. Et on vous propose de nous rejoindre juste après pour un cocktail networking où vous allez pouvoir savourer certains des produits de nos finalistes. Et je pense que nous allons tous nous régaler. En tout cas, merci à vous et encore bravo à tous les lauréats de cette édition 2024. Ouais, vous pouvez vous diriger dans la salle qui est juste sur votre gauche à l'entrée.